À la une de cette édition, les budgets alloués aux secteurs sociaux en lien avec l'enfance, passés à la loupe des experts du Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré. Une analyse qui fait ressortir une inégale répartition des ressources. Avec quelles conséquences? La synthèse de l'étude en début de journal. Dans cette édition, ce fait de société qui défraie la chronique dans la région du Sud-Ouest, une affaire de sorcellerie dans une école primaire de la commune de Gawa. Tout serait parti du décès de 2 élèves. Aujourd'hui, la désertion des élèves qui inquiète les acteurs de l'éducation. Relance économique post-Covid dans l'espace CEDEAO, plus de 1439 milliards de francs CFA sont nécessaires pour repositionner les économies de l'espace communautaire. Un espace qui a subi un recul de près de 1,7% du PIB du fait de la pandémie. Voilà pour la une. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Une inégale répartition des ressources allouées aux secteurs sociaux en lien avec les droits des enfants. Voici l'une des conclusions de l'étude analytique des allocations budgétaires destinées aux secteurs sociaux. Une étude menée par le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré. Étude en cours de validation à Ouagadougou. L'ouverture des travaux avec Salif Belem et Oumou Sissi. Le Burkina Faso, confronté au défi de la répartition inéquitable des ressources publiques, surtout en faveur des groupes sociaux les plus défavorisés, dont les femmes et les enfants. C'est la conviction du Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré sur Adésie. C'est pourquoi, dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance économique et financière des ressources publiques, il initie une étude sur l'analyse des allocations budgétaires aux secteurs sociaux destinés à la réalisation des droits de l'enfant et de la femme. Une étude en phase de validation qui couvre la période 2017-2021. L'une des conclusions importantes, c'est qu'il va falloir mener une réflexion pour voir comment arriver à accroître le volume des ressources affectées à ces secteurs sociaux-là, même si ce n'est pas au travers du budget de l'État. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités, notamment tout ce qu'on appelle financement innovant, qui sont des techniques qui permettent de mobiliser des ressources ailleurs. Nous voulons par cette étude justement nous assurer qu'il y a une bonne répartition des ressources et que les ressources qui sont affectées à ces deux niveaux-là sont suffisantes et servent effectivement à assurer les droits des enfants et des femmes. Et les résultats de cette étude qui a bénéficié de l'appui technique et financier de l'UNICEF serviront de base pour actionner le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale vole au secours des collectivités territoriales. Elle a remis ce matin du matériel roulant et informatique, un matériel d'un coût de 120 millions de francs CFA destiné au secrétariat permanent de l'Association des municipalités du Burkina. Témoin de l'événement, Amadou Ilboudo et Nyakiteda. 13 motos de matériel bureautique, c'est la composition de matériel remis ce vendredi à l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, pour les secrétariats permanents basés dans les 13 régions du pays. Un geste de la Banque mondiale à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales, PACT, qui offre également au siège national de l'AMBF 2 véhicules dont le premier est de type station-wagon et le second de type pick-up. D'un coût global d'environ 120 millions de francs CFA, ce dont va permettre aux bénéficiaires de parcourir toutes les communes du Burkina pour mener les actions de développement. L'AMBF, qui est la fêtière des municipalités, est représentée dans les 13 régions du Burkina Faso avec des secrétariats permanents qui doivent faire le relais de l'information entre la fêtière, le siège qui est Ouagadougou et ces régions-là. Et dans ces régions, les communes sont très éloignées les unes des autres. Et il faut pouvoir les joindre, il faut pouvoir distribuer des documents, il faut pouvoir communiquer avec eux. Ce geste constitue une autre étape de soutien de la Banque mondiale aux collectivités territoriales qui bénéficiaient déjà d'un accompagnement de taille au niveau de la bonne gouvernance. L'effectivité de la démocratie se traduit au niveau de la base et le vrai développement, c'est au niveau local. C'est pour cela que la Banque mondiale en a fait un point d'ordre, un point d'honneur
en actant la décentralisation dans tous ces compartiments. Les motos et le matériel bureautique sont automatiquement enlevés pour les secrétaires permanents au niveau décentralisé. Les porte-paroles, après avoir traduit leur gratitude, promettent une gestion à bon escient au bonheur des collectivités territoriales. Venons-en à ce fait de société qui défraie la chronique dans la commune de Gawa, une affaire de sorcellerie à l'école primaire publique de Bonko. Après le décès de 2 élèves de l'école, c'est la débandade. Aujourd'hui, une quarantaine d'élèves manquent à l'appel. Inquiets, les acteurs de l'éducation ont entrepris une campagne de sensibilisation. Précision avec Elvis Atuina et Christophe Da. École primaire publique de Bonko à une dizaine de kilomètres de Gawa. L'établissement traverse une tourmente depuis quelques mois. En début du 2e trimestre, l'école enregistre 45 abandons de classe. À l'origine de ces désertions, le décès de 2 élèves, l'un en janvier et l'autre en mars, attribués à des sorciers qui auraient leur base dans la cour de l'école. Selon certains parents, ce serait une question de sorcellerie. Et depuis lors, ces enfants ne viennent pas à l'école. Avec des effectifs réduits, les instituteurs ont du mal à trouver la motivation. Dans la seule classe du CP1, 20 élèves manquent à l'appel. La plupart des élèves qui sont à la maison sont les meilleurs. J'ai envoyé leurs camarades même de les faire venir. D'autres m'ont dit, ils sont revenus me dire que d'autres ont dit, leurs parents ont dit de ne plus venir. Vraiment, cela joue sur le travail que nous faisons ici. Une fois que tu es en classe et tu vois que non, il y a plus de la moitié qui n'est pas présent, ça fait vraiment difficile d'effectuer un bon travail. En désespoir de cause, le responsable de l'établissement alerte sa hiérarchie. Une rencontre de concertation est convoquée. À la réunion, parents d'élèves, acteurs de l'éducation, agents de santé, représentants de la municipalité et natifs du village prennent la parole. Ils sensibilisent à l'importance de l'école. Dans la foulée, des engagements sont pris. Non seulement il y a des absences, mais j'ai appris à cette rencontre que le nombre était très élevé. Je mettrai tout en œuvre pour que les élèves reviennent en classe. Les parents ont pris l'engagement de faire revenir tous les enfants qui ont abandonné d'ici la semaine prochaine. Mais nous attendons de voir. Parce que une chose est de dire que les enfants vont revenir, mais il faudra qu'effectivement ils reviennent. Pour le retour des élèves, le directeur de l'école promet de mettre en place un processus pour leur réintégration. L'école de Bonko a ouvert ses portes le 1er octobre 1979 avec une classe de 111 élèves. Aujourd'hui, elle en compte 131 pour 5 classes, y compris les absences. Cap sur Fada, où l'association des femmes persévérantes du Goulmou et ses partenaires sont en ordre de bataille pour une meilleure intégration des femmes déplacées internes, des femmes qui souvent peinent à s'adapter au mode de vie de la ville. Des causeries débats sont organisées pour permettre une meilleure adaptabilité et surtout renforcer la cohésion entre déplacés et communautés d'accueil. L'ambiance de la dernière causerie débat avec Amidou Lankwande et Chirom Tendanou. Elles sont issues des quartiers à forte concentration de personnes déplacées internes de la ville de Fada. Leur mission, faciliter l'intégration des femmes à travers des causeries débats. C'est une initiative de l'association des femmes persévérantes du Goulmou qui entend promouvoir la cohésion entre femmes autochtones et déplacées internes. Il faut qu'il y ait un rapprochement entre ces femmes pour que ces femmes puissent savoir ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas. Ces séances d'entretien, de causerie, débat ont permis de dissiper beaucoup de malentendus entre les personnes déplacées internes, notamment les femmes, lorsque vous savez que c'est elles qui se retrouvent au niveau des moulins, les points d'eau, avec tout ce que ça comporte. Rôle de la famille d'accueil, accès aux services sociaux de base sont entre autres modules développés afin de permettre à ces femmes désignées leaders de mener à bien leur mission. Mon entourage, ce sont des déplacés. D'habitude, je vois que, en tout cas, il n'y a pas de considération. Cette séance-là, ça va me conditionner à apprendre là où je suis là, dans mon entourage et dans mon quartier même,
à conseiller les gens comment vivre avec des personnes déplacées. 120 femmes au total bénéficient de ces séances de causerie débat. Prochain défi pour l'association des femmes persévérantes du Gouloumou, des formations en étuvage de riz au profit des femmes autochtones et déplacées internes. La préservation de la dignité des femmes déplacées internes, elle préoccupe l'association AMI, appui moral, matériel et intellectuel à l'enfant. Avec l'accompagnement financier de l'Organisation mondiale de la santé, elle vient de remettre des kits de dignité et de lutte anti-Covid à ces femmes. Des femmes qui ont perdu tout ou presque du fait de la crise sécuritaire. Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Savadougou. Des pains et des kits d'hygiène composés entre autres des seaux, des savons et des serviettes. Un don de l'association AMI au profit de 300 femmes déplacées internes d'un site d'accueil de Wayugia. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de l'accès aux soins de santé primaire des populations vulnérables. On a prévu des pains pour les femmes. On a prévu du matériel pour la lutte contre le Covid-19. Et aussi, il y a les kits d'hygiène. Donc, c'est ce matériel qu'on a distribué. Sinon, les autres activités, c'est des formations, c'est des sensibilisations à travers des caravanes dans les 13 communes bénéficiaires. Et c'est aussi des discussions de groupe. Le projet renforcement de l'accès aux soins de santé primaire des populations vulnérables est soutenu par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don va contribuer à améliorer la santé sexuelle et reproductive des bénéficiaires. Nous, on est contents parce que j'ai gagné des cadeaux. Un seau avec des serviettes pour éviter les maladies. L'objectif de ces projets, c'est de pouvoir aider les communautés, notamment les populations déplacées. L'Organisation mondiale de la santé, depuis le début de cette crise humanitaire, accompagne les gouvernements dans la réponse humanitaire, mais centré sur la santé des populations déplacées ainsi que les populations hautes. 8 activités majeures seront mises en exécution pour l'atteinte des objectifs du projet dans 13 communes de la région du Nord. Ce projet va aussi assurer le référencement des 200 femmes survivantes des violences basées sur le genre dans les communes concernées. L'excision est au nombre des violences que subissent encore de nombreuses femmes et jeunes filles. Dans le centre-est, le phénomène fait parler de lui, classant la région au 4e rang en matière de pratique de l'excision. Le secrétariat permanent de lutte contre le phénomène s'y installe désormais pour mieux mener le combat. L'installation du comité régional a eu lieu au cours de la semaine en présence de Paul Yabré, Hassan Gebré et Tanga Kafando. Ce sont eux, les membres du comité régional de lutte contre la pratique de l'excision dans le centre-est. Installés à cette première session du comité, ils auront pour mission de faire reculer le phénomène dans l'espace régional. Nous sommes vraiment très contents que ce conseil soit vraiment installé et nous nous réjouissons également de voir qu'ils vont tenir la première session. Alors, donc, tout ce que je peux leur dire, c'est vraiment les encourager à travailler en synergie d'action, à travailler en étroite collaboration pour vraiment renforcer les acquis au niveau de la région. Le comité régional de lutte contre la pratique de l'excision du Centre-Est est le tout premier comité régional installé par le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision et le choix du Centre-Est pour commencer le combat n'est pas fortuit. Nous avons un taux de prévalence de 56,22%, ce qui n'est pas admissible. Donc il s'agit pour nous d'aller au combat pour faire reculer, sinon en tout cas éliminer cette pratique-là dans d'autres régions. Le comité régional de lutte contre la pratique de l'excision du Centre-Est bénéficie du soutien financier et technique de ENABEL, l'agence belge pour le développement, dans le cadre de son programme renforcement de la santé sexuelle et reproductive.
Parlons à présent de lutte contre l'insécurité routière avec l'Office national de sécurité routière qui vient de lancer une opération permis de conduire au profit des conducteurs de tricycles et quadricycles. À Bobo-Dioulasso, ils sont 100 à bénéficier de l'opération qui vise à réduire les comportements à risque en circulation à travers une meilleure connaissance du code de la route. Kassoum Milogo et Karim Sissi. Des conducteurs de tricycles et quadricycles à moteur à l'auto-école. L'initiative de cette formation pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A ou B1 est de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Une initiative qui vise à contribuer à l'amélioration de la sécurité routière en inculquant aux conducteurs des comportements responsables et citoyens. Cette opération prend en compte 100 conducteurs de tricycles et quadricycles à moteur des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Je crois que cela n'est qu'un exemple que nous voulons donner en donnant un échantillon, en faisant une formation au profit d'un échantillon, qu'ils prennent conscience eux-mêmes que c'est dans leur propre intérêt que d'avoir le permis de conduire. Non seulement pour respecter la réglementation en la matière, également il permet de garantir et de préserver leur outil de travail parce que connaissant les enjeux qu'ils font courir à eux-mêmes et aux autres usagers de la route. La seule ville de Bobo-Dioulasso compte selon les chiffres plus de 3300 tricycles et quadricycles. Et nombreux sont les conducteurs de ces engins qui ne sont pas détenteurs de permis de conduire. L'avènement d'une telle opération est plus que salutaire au dire des intervenants. De nos jours, il y a l'insécurité routière. Une telle formation va nous permettre de mieux nous comporter en circulation et réduire les dégâts que nous causons. J'invite tous les conducteurs de tricycles à s'inscrire dans les auto-écoles afin d'obtenir le permis de conduire. Après le lancement officiel de l'opération de permis de conduire, la délégation a fait un tour au centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Là, l'ONASER a remis 350 bons de visite technique des engins à 2 roues motorisés. Les visiteurs ont assisté à une démonstration de visite technique de moto. Retour à Ouagadougou pour les échos de l'un des plus vieux festivals de la ville, le festival Dodo. La 42e édition a connu son apothéose hier avec à l'affiche 5 troupes en compétition. L'ambiance et le dénouement avec Gérard Sommet et Marguerite Douanou. La troupe Dodo du secteur 5 de Ouagadougou, classée première au festival Dodo 2021. Avec une moyenne de 14,50 sur 20, elle reçoit 200 000 francs CFA, un trophée et une attestation. L'initiative est de l'Association nationale des ensembles Dodo Anedo qui entend promouvoir la culture pour la jeune génération. Le festival Dodo a été initié en 1972. Les aînés comme Maître Passere Tchenga, Tiriande, Madame Bougie et autres, ils ont initié en sorte pour le faire en couple. Et par la suite, la commune de Ouagadougou a pris les relais jusqu'à maintenant. Venue du secteur 1 de Ouagadougou, la troupe Sougri-Noma est classée 2e et reçoit 175 000 francs CFA et une attestation. Napambumbu du secteur 11, elle prend la 3e place et repart avec 150 000 francs CFA plus une attestation. Les troupes Yipala du secteur 8 et Basnéré du secteur 14 sont classées respectivement 4e et 5e. Plusieurs critères permettent de départager les candidats à ce festival qui a une longue histoire derrière lui. Nous avons comme critère 1. La musique qui comprend le chant et l'orchestration. Deuxième critère, la mise en scène. Costumes et accessoires, créativité, originalité, l'ensemble fait une note totale de 20. Normalement, le dodo en tant que tel a son thème, qui est, pendant le mois du Ramadan, ils se retrouvent, ils vont de cours en cours et ils saluent d'abord les chefs de famille, les gens reprennent et qu'une fois qu'on leur donne quelque chose, ils invitent les danseurs à rentrer.
Une fois qu'ils ont dansé un certain temps, à un moment donné, il les fait ressortir et il dit aux gens là, venez voir quelque chose de spécial. Et là, on fait sortir les animaux de la brousse. 2 prix spéciaux sont décernés à cette 49e édition du Festival Dodo. Il s'agit du prix du meilleur costume décerné à la troupe classée 3e et la meilleure musique qui revient à la troupe qui occupe la 2e marche. Ce chiffre à présent, plus de 1439 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe nécessaire à la relance économique post-Covid dans l'espace CEDEAO, l'espace communautaire qui a subi un recul de près de 2% de son PIB du fait de la pandémie. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, compte jouer un rôle majeur dans la relance économique post-Covid-19 de ses États membres. Sous l'effet du Covid-19, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a subi un ralentissement de la croissance économique avec un recul d'1,7% du PIB après une croissance de 3,6% en 2019. Dans sa mission de banque de développement de la région, la BIDC se pose désormais en catalyseur d'une relance post-Covid-19 viable de la région, en mobilisant tous les moyens. Nous sommes en train de lever des euros, des dollars et des offres. C'est vraiment pour être prêt à accompagner, à booster l'économie de la sous-région. Et comme vous le savez, la relance elle sera très rapide parce qu'aujourd'hui, par les infrastructures, par l'énergie, par la réduction de la dépendance alimentaire, et tout ça, ce sont des créneaux d'investissement qu'une banque de développement comme la nôtre devrait être en mesure d'accompagner. En raison des nombreuses restrictions sanitaires anti-Covid-19, les secteurs d'activité majeurs de la CEDEAO ont été impactés. Au plan agricole, les moyens de production se sont vus formellement limités. Pour faciliter l'accès aux intrants, par exemple, la BIDC déclare avoir mobilisé jusqu'à 520 millions de dollars et investi dans le développement d'infrastructures agricoles pour sa contribution à la survie du secteur. Et on est en train aussi de discuter comment financer et structurer la réserve régionale en termes de sécurité alimentaire. Et tout ça, les lignes de financement qu'on est en train de lever, va nous permettre d'être en mesure d'accompagner les pays, d'accompagner le secteur privé. Ainsi, le plan stratégique de relance économique post-Covid-19 de la BIDC est déjà en marche et s'étend de 2021 à 2028 avec des plans d'émission de fonds de près de 1439 milliards de francs CFA. La banque compte également recouvrir les arriérés de capitaux de ses États membres en contribuant à hauteur de 20 milliards de francs CFA en 2021 et 15 milliards de francs CFA à partir de 2022. L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite pour finir ce journal. Dans leur dernière parution de la semaine, nos confrères se sont intéressés à la santé du Premier ministre ivoirien évacué en France. Il y était aussi et surtout question de la double commémoration Ramadan et Ascension. La revue de presse de Ahadi Sandamba. Fête de l'Aïd el-Fitr, la cohésion sociale au menu, titre Sudoya. Le sermon de l'imam qui a dirigé la grande prière de Ramadan à la place de la nation de Ouagadougou rappelle aux fidèles musulmans de prier afin que la paix revienne au Faso. Un sermon qui en appelle également à la tolérance religieuse, au-delà de nos différences ethniques, religieuses, politiques, sociologiques, bref, nous devons avoir confiance les uns envers les autres, précise le cardinal Philippe Ouedraogo, qui a effectué le déplacement de la place de la nation. Et la particularité cette année, la fête de Ramadan coïncide avec celle de l'Ascension. Cela prouve que chrétiens et musulmans doivent cheminer ensemble, affiche l'Express du Faso à sa une. Autre titre des parutions du jour, la sortie de la police municipale contre les vendeurs de volailles dans les rues de Ouagadougou. Pour l'observateur Palga, le maire et sa police sont dans leur rôle et les contrevenants ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes, car c'est une opération qui répond à l'arrêté municipal du 22 juillet 2020. Nul n'est censé ignorer la loi, s'exclame Sidoya. La rue, ce n'est pas fait pour vendre. C'est dangereux pour les usagers de la route et tant pis pour celui qui a oublié, négligé ou osé défier la loi et la voix de l'autorité pour vendre ses poulets de la pauvreté, ironise le journal de tous les Burkinabés. Et rien ne sert de s'apitoyer sur le sort de ces hors-la-loi.
À l'international, c'est l'évacuation du chef du gouvernement ivoirien qui intéresse les quotidiens du jour. Évacuation de Patrick Achi et la Côte d'Ivoire recommence à trembler, titre l'observateur Palga. De quoi souffre-t-il exactement? S'interroge alors le doyen des quotidiens, pour qui c'est un mystère et boule de gomme, et pourvu que ce ne soit pas un mal fulgurant, comme pour ses deux prédécesseurs qui avaient été évacués dans la capitale française, avec la suite tragique qu'on connaît. Et Ouattara doit veiller à ce que Achi ne revienne pas entre quatre planches, s'exclame pour sa part aujourd'hui au Faso. Même les esprits les plus cartésiens et les saints Thomas commencent à se demander si la primature ivoirienne n'est pas maudite, car en moins d'une année, 2 de ses locataires ont succombé de pathologie, s'inquiète l'éditorialiste. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci à vous qui l'avez feuilleté en notre compagnie. Dans quelques instants, la version de l'actualité en langue nationale. À demain.